Il est 9h30 ici à Paris, 7h30 à Bamako et Conakry. Un nouveau journal sur RFI avec Édouard Dupénoat. Bonjour Édouard. Bonjour à tous. Quelles peuvent être les conséquences de la mort d'Abou Walid al-Sahraoui? Cette question est à la une de votre journal. Un groupe terroriste sans son chef est-il condamné au déclin? Nombre de spécialistes s'accordent à dire que non, qu'il ne faut pas se tromper quand on regarde la structure de ces groupes. Un coup dur peut-être, un coup fatal sans doute pas. À Accra, la CEDEAO, lassée par les coups d'État et les militaires au pouvoir, les dirigeants ouest-africains rappellent cette date. 22/02/2022, 22 février pour les élections au Mali et prière de ne pas jouer les prolongations. Quant aux putschistes guinéens du CNRD, ils se voient frappés de gel des avoirs et d'interdiction de voyager. COVAX réduit la voilure, le mécanisme de don de vaccins de l'OMS abandonne son objectif de 40% des populations africaines vaccinées d'ici la fin de l'année. Les difficultés arrivent en escadrille, nous dit une de ses directrices régionales dans ce journal. Et puis, face au climate change, le climate change, s'il vous plaît, sommet virtuel en ce moment, qui fait la part belle aux initiatives locales, revue de détail dans une dizaine de minutes. Le chef d'état-major des armées françaises a livré hier matin des détails supplémentaires sur la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Selon Thierry Burkhardt, il est mort après une frappe de drone tirée le 17 août dans le sud d'Indelimane, en territoire malien donc. Le meneur du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, dont la mort est la dernière en date d'une série d'autres frappes qui ont tué plusieurs cadres de cette EIGS ces derniers mois. Pour autant, un groupe terroriste sans meneur est-il voué à disparaître? Loin s'en faut, répond le journaliste mauritanien Isselmou Ould Mustafa, fin connaisseur des questions de terrorisme. La hiérarchie de ces groupes est moins importante qu'il n'y paraît. Incontestablement, c'est une décapitation de l'État islamique dans le Grand Sahara. Mais peut-être aussi, comme toutes les organisations terroristes, peut-être que la relève est déjà prête, la relève est déjà sur le terrain. Et de toutes les façons, ces organisations-là, généralement, elles survivent à la mort de leur chef. Nous avons des exemples de Belmartar est mort, Abou Zaïd est mort, Champete est mort, Grotken est mort. Mais ces organisations-là restent peut-être pas avec la même force, peut-être pas avec la même emprise, mais avec une certaine capacité de nuisance. Sahraoui lui-même, Abou Walid, il a disparu des radars depuis 2018. Mais ça n'a pas empêché l'État islamique dans le Grand Sahara de mener des attaques. Vous vous rappelez des attaques conjointes, notamment à Boulekessi et Mondoro. Ces organisations-là ont une certaine autonomie par leur rapport à leur chef. Elles évoluent par divers groupes disparates ayant des commandants locaux. Finalement, ils n'ont qu'une vague allégeance vis-à-vis d'un chef. Ils ont une grande autonomie, une grande capacité d'action. Donc, les dégâts, on continuera à les constater. Nous avons une armée qui a perdu son général, mais qui a encore ses colonels, ses commandants et ses capitaines. Le journaliste mauritanien Isselmou Ould Mustafa, propos recueillis par Alexandra Branjon. Le Mali, dont les militaires en ce moment à la tête du pays ont occupé les conversations de la CEDEAO, les chefs d'État ouest-africains réunis à Accra hier et qui rappellent fermement qu'ils comptent sur une présidentielle et sur des législatives le 22 février prochain. Ils s'inquiètent de voir que la préparation de ces scrutins traîne en longueur. La CEDEAO annonce même des sanctions ciblées contre ceux qui retarderaient ce processus. Gel des avoirs et interdiction de voyager. Je vous propose d'écouter le président de la commission de la CEDEAO. Le calendrier électoral n'est pas encore totalement défini et donc ils ont demandé que le chronogramme de la préparation des élections soit défini et communiqué avant la fin du mois d'octobre 2021. Le chef d'État a également indiqué que la date des élections présidentielles et législatives, qui est fixée au 22 février 2022, n'est pas négociable, qu'il n'y aura pas d'extension. Ils ont demandé à ce que cela soit clairement indiqué. Donc, nous allons travailler avec les partenaires maliens pour que rapidement on puisse sortir ce chronogramme et rapidement on puisse finaliser les préparations pour ces élections. Compte tenu de la situation, ils ont décidé de mettre des sanctions sur ceux dont les actions impacteraient négativement la mise en œuvre du processus électoral. L'interdiction de voyage pour ces personnes et les membres de leur famille, ainsi que le gel des avoirs financiers. La date est non négociable. Donc le message est extrêmement clair, extrêmement précis. Il faut consentir au calendrier. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, aussi sur le front guinéen, puisqu'il était question de Conakry, également à ce sommet ouest-africain, plus de 10 jours après le putsch. Et ici encore, la communauté sous-régionale se montre sévère. Pas plus de 6 mois de transition, demande-t-elle aux militaires. Les putschistes du CNRD ciblés, eux aussi, par des sanctions individuelles, idem qu'au Mali, plus de permissions de sortie et des avoirs gelés. Envoyé spécial de RFI à Accra, Peter Sassou Dogbe.
En tout, ce sont 6 points qui ont été énoncés ce jeudi soir à l'issue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. En premier lieu, le maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de l'organisation jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Interdiction de voyager pour tous les membres du CNRD ainsi que les membres de leurs familles. Les chefs d'État de l'organisation régionale ont par ailleurs décidé le gel des avoirs financiers des putschistes. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo doit se rendre à Conakry dans les 48 heures pour exiger la libération immédiate et sans condition du président déchu Alpha Condé, toujours retenu dans un lieu secret. Il devrait à cette occasion transmettre les conclusions du sommet aux nouveaux dirigeants de la Guinée. Au cours des discussions à huis clos, la durée de la transition a notamment été évoquée. Elle ne devrait pas dépasser 6 mois. Transition qui devra être conduite par le colonel Mamadi Doumbouya, secondé d'un premier ministre civil, conclut l'instance sous-régionale. Peter Sassoudogbe à KRFI. Il s'agit de décisions fortes au pluriel pour la sauvegarde de la démocratie. Voilà ce qu'écrit sur Twitter le président sénégalais qui était présent à Accra. Macky Sall en profite aussi pour confirmer que les frontières terrestres Sénégal-Guinée seront bien rouvertes d'ici vendredi prochain. Elles étaient fermées depuis près d'1 an à l'occasion de la présidentielle en Guinée. La réouverture de ces frontières avait été annoncée par le CNRD en début de semaine. CNRD qui par ailleurs continue son marathon de consultation pour préparer la transition. Dernière journée ce vendredi. Hier, ce sont notamment les opérateurs miniers qui se sont présentés au Palais du Peuple. Domaine économique essentiel que les hauts gradés s'étaient d'ailleurs empressés de rassurer en prenant le pouvoir. Pas de revirement de situation hier. Ces opérateurs sont ressortis des débats, sourire aux lèvres. Mouktarba. Des préoccupations du secteur minier. Le chef de la junte a donné des réponses appropriées, dit le président de la Chambre des mines de Guinée, très satisfait de la rencontre avec le colonel Doumbouya, Ismaël Diakité. Vous savez, le secteur minier a beaucoup de préoccupations parce que c'est un secteur qui est à la fois complexe, mais aussi un secteur qui est très dynamique, avec une pluralité d'investisseurs de différentes origines, avec différentes exigences. Donc chacun est venu en fonction du domaine où il travaille, chacun a posé ses préoccupations. De la bauxite, de l'or, du fer ou encore du diamant, un secteur complexe et varié. Les opérateurs miniers ont-ils peur d'une éventuelle révision des contrats miniers par les nouvelles autorités guinéennes? Aucune crainte. Vous savez, depuis les premières heures, je crois que les décisions étaient en faveur du secteur minier, qu'il s'agisse du couvre-feu ou de la stabilisation des conventions. Il y a des déclarations qui nous ont rassurés. Depuis le coup d'État en Guinée, le cours de l'aluminium a augmenté sur le marché mondial, allant de 2400 à 3000 $ la tonne. Réaction de la Chambre des mines de Guinée. Depuis 13 ans, ce n'était pas arrivé à ce niveau-là. Il faut comprendre que la Guinée joue un rôle important dans l'approvisionnement de toute la chaîne de valeur, de la bauxite jusqu'à l'aluminium. Entamé mardi dernier, ces journées de concertation à l'initiative des nouveaux maîtres de Conakry prennent fin ce vendredi avec les banques primaires et les centrales syndicales. Mokhtarba, Conakry, RFI. La Guinée et le Front sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé, annoncent la fin de l'épisode du virus de Marburg qui était apparu pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Nous sommes 42 jours après l'identification du premier et unique cas confirmé de cette fièvre hémorragique proche d'Ebola et quasiment aussi mortelle. 42 jours, 2 fois 21. Manière de s'assurer d'un cycle complet d'incubation où aucun nouveau cas n'apparaît. L'actualité sanitaire et le coronavirus, bien sûr, le dispositif COVAX qui revoit ses objectifs à la baisse. Ce système de l'OMS qui garantit des livraisons de vaccins aux pays qui en font la demande traverse plusieurs difficultés. Là où COVAX prévoyait que 40% des populations africaines seraient vaccinées à la fin de l'année, il table maintenant sur moitié moins. La faute à des problèmes de production, de droit à l'export et de tests cliniques. C'est ce que l'une des directrices régionales du programme explique à Christina Okello. On a eu plusieurs problèmes de fiabilité des livraisons qui nous ont été données par les producteurs. Ce sont les doses sur lesquelles nous comptions qui sont produites en Inde. Et à cause de la restriction des exports, nous n'avons pas pu avoir accès à ces doses-là. Et c'est pourquoi il est vraiment important de faire un plaidoyer auprès du gouvernement indien pour pouvoir avoir accès aux doses qui sont produites en Inde. Deuxièmement, nous avons eu plusieurs producteurs qui ont pris du retard et qui ont eu des problèmes de production
vaccinations, notamment Johnson & Johnson et AstraZeneca. Troisièmement, nous comptons sur un certain nombre de vaccins qui sont encore en train de suivre les processus d'approbation réglementaire, par exemple Novavax et Clover. Malheureusement, nous avons pris un peu de retard et il est important justement d'accélérer les livraisons à travers les dons de doses et à travers plus de transparence auprès des producteurs pour savoir quels sont leurs délais de livraison pour que nous puissions planifier et travailler avec les pays pour faire les préparations nécessaires. Aurélie Nguyen, l'une des directrices générales de COVAX, nouvel objectif que 37% des populations du continent soient vaccinées d'ici mars 2022. On vous emmène enfin virtuellement au 3e sommet Climate Chance, 3 jours de e-rencontres non étatiques, réservés donc aux ONG, aux militants, aux mouvements citoyens engagés contre le réchauffement du climat. Des ateliers et des conférences que les organisateurs ont voulu préparer en amont en lançant un appel à contribution, des présentations vidéo de projets locaux de lutte contre ce réchauffement du climat. Il y en a eu pas loin de 75 de retenues, Louise Aura. Deux préoccupations dominent parmi les contributions vidéo issues en majorité d'ONG, la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations locales. L'une des initiatives que l'on retrouve à plusieurs reprises, c'est le développement de foyers de cuisson améliorés, une alternative moins polluante, plus respectueuse des forêts que la cuisson au charbon de bois encore très répandue. Au Mali par exemple, le groupe Sirimex conçoit des biocombustibles à base des résidus des récoltes de riz, de maïs, et les résultats sont encourageants. Préserver plus de 120 000 hectares de forêt par an, d'éviter l'émission de 2 600 000 tonnes de CO2 par an, de créer plus de 12 000 emplois verts. Améliorer la gestion des ressources naturelles, voilà un autre enjeu important. Ici au Bénin, le projet GIR expérimente des techniques pour restaurer les sols et capturer l'eau. Le paillage, le compostage, la promotion des cultures de couverture comme le mucuna et les légumineuses rampantes. Le projet Tikao, en Mauritanie et au Sénégal, cherche quant à lui à valoriser le Tifa, une plante invasive du fleuve Sénégal, en matériaux de construction. Cette valorisation du Tifa permet de séquestrer le carbone, développer une économie circulaire et proposer des habitats sahéliens adaptés au climat local avec un bon confort thermique. Preuve que les problèmes peuvent aussi devenir des solutions. Louise Aura, RFI Matin.